Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain en Suisse. Vous êtes prêts? Let's go! Hello Yann, merci de participer au podcast Real Insider. Hello Joël, merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors, premièrement, je tenais à te remercier parce que je sais que tu écoutes mon podcast depuis le début et ça fait toujours plaisir de l'entendre. Donc, je tenais vraiment sincèrement à te remercier parce que tu es aussi une source de motivation. Et les auditeurs ne le savent pas, mais pour apprendre à connaître les personnes qui viennent dans mes podcasts, généralement, quand je les connais pas, on se lance un coup de fil de 5-10 minutes. Et là, quand on a fini l'appel, je me suis dit, mais merde, on aurait pu faire 3 podcasts déjà. Donc, merci beaucoup d'être là. Je pense que ça va être un podcast hyper intéressant. Je crois que pour la petite info, 36 minutes d'appel, c'est ce qu'on a fait? Ouais, c'est 36 minutes d'appel, effectivement. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, Yann, tu es aujourd'hui co-CEO de Timmerman Immobilier, une entreprise familiale fondée par ton père, Pierre Timmerman. Est-ce que tu peux, premièrement, te présenter, ensuite nous raconter comment tu as intégré l'entreprise et comment s'est passée cette transition vers le rôle de direction? Alors écoute, je suis arrivé à la régie il y a pratiquement 6 ans maintenant. Okay. Donc j'ai eu un parcours où j'ai fait mes études à Londres en business management et finance. Okay. Je suis arrivé à la régie, j'ai commencé en tant qu'assistant comptable. Donc l'idée c'est d'arriver en bas de l'échelle, de comprendre un peu les processus, ce que chacun fait. Oui. Et en parallèle, j'ai fait des formations immobilières, donc le classique ImmoStart, ImmoBase, ImmoBuy, puis finalement brevet fédéral de gérant d'immeuble. Et puis progressivement, j'ai changé de service. Donc pendant que je me formais avec l'USPI, j'ai fait différents services pour un peu prendre l'expérience du terrain à aussi. Gauche à droite, ouais. Exactement. Et puis pour finalement arriver progressivement à être asset manager, directeur de gérance et puis finalement co-CEO du groupe aujourd'hui. Génial. Et d'ailleurs, pour que les gens le sachent, tu as 26 ans. Hein. Exactement. C'est déjà un joli parcours. Merci beaucoup. En tant que co-CEO, comment partages-tu les responsabilités avec ton papa? Est-ce qu'on peut appeler ça une transition générationnelle aujourd'hui? Parce que t'es quand même jeune et ton papa est forcément un peu plus âgé. Même beaucoup plus âgé. Beaucoup, je voulais pas le dire. On est vraiment dans une transition générationnelle pour le coup, du coup. Pour le coup, oui. Alors, disons que lui était actif dans l'opérationnel il y a quelques années. Donc, faut savoir que c'est quelqu'un qui est très brillant, qui a tout créé tout seul. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il lâche aussi rapidement les rênes. Donc, aujourd'hui, il est plus du tout dans l'opérationnel. Toujours président il est toujours au conseil d'administration aujourd'hui. Oui. Mais plus du tout dans l'opérationnel du groupe. D'accord, ok. Et c'est quoi le plus compliqué pour toi dans ce nouveau rôle? Tu me parlais d'une époque justement, vu que tu es entre guillemets jeune, d'une époque un peu plus compliquée où tu as dû prouver, notamment à tes employés, que tu avais les épaules pour redresser la barre. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Alors écoute, je pense que j'ai eu pas mal de chance et de malchance en même temps parce qu'on a eu un changement de direction il y a maintenant plus de 3 ans. Donc avec un directeur qui était là pendant plus de 25 ans. Ouais. Donc finalement, là, ça s'est fini entre nous et lui. Et donc du coup, on a perdu quelques mandats. Forcément, tu t'imagines bien qu'après 25 ans où la personne est là, il est au front, lui gérait l'opérationnel, mais vraiment au quotidien. Mon papa, c'était la vision stratégique. Ouais. Donc les équipes étaient très proches de lui, les clients étaient très proches de lui. Et donc forcément, à un moment, quand la personne part, ça laisse un vide. Et à partir de ce moment-là, j'étais obligé je vais être un peu vulgaire, mais me sortir les pouces du cul pour montrer à mes équipes c'est très bien, que j'étais là. Et finalement, j'ai apporté beaucoup de nouveaux mandats, ce qui a permis aussi de crédibiliser ma place au sein de mes équipes. Bien sûr. Et puis voilà, donc les gens sont venus me voir avec des inquiétudes. Tu sais, c'est pas évident quand on est jeune. J'avais 23 ans à l'époque. Ouais, c'est ça que je me dis, c'est quand même dingue. Alors certes, tu me disais en off, entre guillemets, que t'as ce passé familial, c'est une boîte qui t'appartient, mais que par rapport à ton parcours, et c'est pour ça que tu as décidé d'aller de commencer depuis tout en bas, tu voulais pas être le fils tu voulais prouver, en tout cas, tu voulais faire de ton mieux pour faire en sorte qu'aujourd'hui, tu sois à ce poste et que les choses se passent plutôt bien. C'était le but. C'était vraiment le but. C'était pas d'être parachuté tout en haut, mais vraiment comprendre les besoins de chacun, comprendre les activités de chacun pour mieux diriger un groupe aussi. Et puis finalement, n'importe quel dirigeant apprend ses équipes au quotidien. Donc, bravo. C'est intéressant. En tout cas, c'est une belle mentalité. Et t'es également fondateur ou impliqué dans la gestion d'autres sociétés, plus d'une dizaine, tu m'as dit. Déjà, premièrement, est-ce que tu me parlais des autres sociétés? Tu me parlais aussi d'anecdotes où tu avais fait de l'achat-revente. Je trouvais ça assez incroyable, de montres notamment. Comment on fait pour gérer tout ça au quotidien? Alors écoute, pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis administrateur de 25 sociétés, donc c'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Ouais. Et je pense que ça a commencé avant que j'arrive à la régie, donc il y a vraiment 10 ans maintenant, quand j'ai fini mes études à l'école. J'ai commencé j'étais passionné d'horlogerie, et puis j'ai vu une opportunité à un moment de faire de l'achat-revente de montres de luxe. Et j'ai demandé un emprunt à mon père à l'époque, et in fine j'ai acheté. Mon père me disait mais Yann, c'est une connerie, ça marchera pas, tu risques de perdre cet argent. Je lui ai dit écoute, j'ai envie de tenter.
Si je rate, de toute façon, je te dois cet argent, c'est un prêt. Bien sûr. Donc, à la fin de la journée, je dois le rembourser. Et finalement, il se trouve que, grâce à ça, j'ai revendu mes montres après quelques années. Ça m'a permis de faire mes premières acquisitions immobilières. Incroyable. Et donc, ça m'a aidé à garder la crédibilité de mon père, de la gagner et de la garder. Important, ouais. Et puis, du coup, forcément, c'est la délégation. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est administrateur de 25 boîtes, donc, il faut savoir déléguer. Et puis, s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Donc, il faut connaître ses compétences et savoir s'entourer. Là, on est le moins efficient et le moins efficace. Pour pouvoir diriger toute cette société. Donc, tu es quand même entouré d'une belle équipe autour de toi qui te permet de cascader les choses vers le bas. C'est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui adore le côté humain dans ce que j'adore mon travail, j'adore l'immobilier, je suis passionné par ça. Je sais pas si ça se voit en plus, hein. Ouais, bien sûr. Mais les équipes et le côté humain me passionnent tout autant que mon travail immobilier. Je pense que grandir tout seul, pas d'intérêt. Grandir en équipe, là, c'est quelque chose qui vraiment qui me touche et qui me parle. Ça me parle aussi beaucoup parce que je lançais ce matin le nouveau site Real Insiders et puis la force du collectif. On va toujours plus loin. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, comme on dit. Tout à fait. Et d'ailleurs, bravo. Il est magnifique, le site. Merci beaucoup. Tu m'as dit en off, tu m'as permis de le dire parce que voilà, ça peut être une thématique qui peut être un peu tricky, on va dire. Tu m'as dit en off que ton papa avait le syndrome d'Asperger et que c'était quelqu'un de très, très smart. Est-ce que cela te pousse à essayer d'être aussi bon? Est-ce que tu dois prouver des choses? Est-ce que ça t'inspire? Ou est-ce que c'est plus difficile parfois du fait de cette atypicité, on va dire? Ouais. Alors écoute, c'est pas évident de grandir avec un papa qui a Asperger. Quand on grandit forcément et qu'on est majeur et qu'on est plus âgé déjà, on se rend compte de ce que c'est le syndrome d'Asperger. Quand on est petit, c'est vrai que quand son papa manque de quotient émotionnel, c'est vrai que des phrases toutes bêtes comme un je t'aime ou je suis fier, des phrases comme ça, c'est pas des phrases que tu entends, mais je vais pas courir après ça. Avec les années, avec mon résultat dans mon parcours, ça m'a permis d'entendre ces phrases, mais c'est pas quelque chose que je cherche. Je cherche pas à être comme lui, je sais d'être moi, la meilleure version de moi-même. Après, il y a des gènes qui font que c'est ça. On voit que t'es hyper actif, on va dire, hyper motivé, hyper passionné. Mais toi, ça a été des moments parfois compliqués ou pas du tout, dans le sens où tu te sentais, tu devais de prouver 2 fois plus que les autres, disons. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté de prouver 2 fois plus. Est-ce que ça m'a travaillé? Je te dirais que non, parce que je me suis toujours dit que je voulais travailler plus que les autres. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est une phrase que j'adore. Incroyable. Et donc non, écoute, moi j'ai juste été très inspiré par mon papa. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est numéro 1 mondial de bridge, qui est 6 fois champion du monde. C'est un génie, faut le dire. C'est un génie. Faut que les gens le sachent que c'est un génie, Et qui est venu de rien, tu vois. Donc il est venu de rien, il a créé ce qu'il a créé, il est maintenant numéro 1 mondial de bridge, champion du monde. Donc il est inspirant parce qu'il vit de sa passion et il dégage sa passion en manquant de quotient émotionnel. C'est intéressant quand même. C'est hyper intéressant en tout cas et je sais, moi, je le vis pas, donc j'arrive pas à m'en rendre compte. Mais en tout cas, je sens que toi, tu le vis d'une façon qui est un moteur, qui est une motivation. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et puis, tu me dis maintenant qu'il était champion du monde de bridge, mais je trouve ça vraiment incroyable. Et puis, je comprends pourquoi vous êtes aussi passionné, puis et que vous faites les choses aussi bien. En tout cas, par rapport à tous les œufs qu'on a eu là avant. Je trouve ça assez dingue et je suis content de t'avoir ici parce que c'est typiquement pour des profils comme ça que je fais mon podcast, donc je suis hyper content. Je te remercie de nouveau pour cette invitation. Et d'ailleurs, vous fêtez tout bientôt, dans 2 jours, donc le 2 mai, là on est le 30 avril, vos 35 ans d'existence, pardon. Donc félicitations, 1990 si je me trompe pas. Aujourd'hui, Timmerman Immobilier est présent dans plusieurs cantons et gère plus de 100 collaborateurs. Comment maintenez-vous une qualité de service homogène tout en adaptant vos offres aux spécificités locales? Disons qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est très important, c'est d'être proche de ses équipes. Je dis souvent à mes équipes que c'est une extension de ma famille. Alors, écoute, des fois, évidemment, t'as des gens qui tirent pas la même corde et on doit s'en séparer. C'est partie du travail. On n'est pas dans un monde de bisounours. Mais disons qu'aujourd'hui, voilà, moi, c'est vraiment cette proximité avec mes équipes, ce qui font qu'ils sont prêts, je pense, à se battre plus pour l'identité Zimmerman. En fait, c'est vraiment une extension de notre famille. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment cette proximité avec nos collaborateurs, nos clients, que ce soit locataires, propriétaires, entrepreneurs. Bien sûr. Et puis, c'est vraiment garder cette proximité très proche. Et ça, je pense que ça aide énormément. Et puis moi, alors honnêtement, avant, je savais qui t'étais chez Kesven. On a pu, enfin pas toi, mais Sven, on a pu se croiser 1 ou 2 fois. Mais moi, je savais pas que vous aviez 100 collaborateurs, ce qui est quand même une taille qui est plus ou moins importante. Vous êtes dans plusieurs cantons. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de comprendre à quel point tu parlais, on parlait en off de la survie des agences immobilières. Et puis, 100 personnes, pour revenir à ce qu'on discutait, en fait, c'est qu'aujourd'hui, une agence immobilière à taille moyenne, on pense que si elle fait que de la gérance immobilière, elle peut être vouée à mourir parce que soit tu es très petit et spécialisé et spécifique et tu vis avec 2-3 collaborateurs, soit on est une très grosse, mais entre deux, si tu fais que de la gérance,
était de taille moyenne et que tu n'innoves pas, on a fait le même constat que ça allait devenir compliqué. Pourquoi? Je te laisse peut-être argumenter cette partie-là. Je pense qu'il faut innover aujourd'hui. Je pense que c'est important d'innover. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde très connecté. Aujourd'hui, de plus en plus, les humains vont être remplacés par de l'intelligence artificielle. Ouais. On en a beaucoup parlé. On va en reparler, ouais. Forcément, on va en reparler. et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un pli à prendre à trouver des nouveaux services à proposer, en fait. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, on fait de la gérance immobilière. La gérance immobilière, on peut être payé 3%, 3,5%, 4%, 5% sur les loyers nets encaissés. Oui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres choses à aller faire que les régies ne font pas. Et franchement, je trouve ça assez choquant. C'est qu'aujourd'hui, les régies encaissent les loyers, en guillemets, ils gèrent, ils font leur administratif, et puis on va pas plus loin dans le raisonnement. C'est-à-dire, parce que justement, j'avais la question suivante, c'était, peux-tu partager une initiative, du coup, qui a eu un impact significatif? Est-ce que tu peux rebondir sur ça? Parce que tu me parlais justement des gens qui sont statiques, d'asset management. C'est quelque chose que vous aviez développé chez vous. C'est juste. Alors aujourd'hui, pour revenir justement à ce que j'étais en train de te dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, mes clients, typiquement, les nouveaux clients que je vais aller chercher, ont forcément quelques moyens. Je pense, quand on parle de propriétaires, on parle pas de clients locataires dans ce cas-là. Bien sûr. Ils vont aller chercher à diversifier leur fortune en diverses façons. Donc, il y aura un immeuble à Genève, par exemple, et puis ils vont me le confier en gestion. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils ont d'autres choses, d'autres activités principales à gérer. Oui. Donc, pour eux, il faut que les intérêts de la régie et les intérêts du propriétaire soient alignés. Bien sûr. Pour aligner les intérêts des deux côtés, si moi je peux encaisser les loyers sans aller créer de la valeur, mon client, entre guillemets, va devoir être tout le temps derrière moi pour être sûr que je fasse le travail nécessaire pour créer de la valeur sur son immeuble. Oui. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est d'aller voir mes clients locataires, d'aller négocier avec eux des travaux dans l'appartement, parce qu'ils sont là depuis 40 ans, 50 ans. Oui, quand pour on certains, prend des immeubles, personne ne va les voir. Et quand tu prends un directeur de régie qui va chez eux. Parce qu'ils ont peur de se faire augmenter le loyer. Mais ils ont peur de ça, tout à fait. C'est légitime, d'ailleurs. C'est tout à fait légitime. Ils essaient de se faire oublier, mais à la fin de la journée, ils se retrouvent avec des appartements qui sont très vieux. Alors, à des conditions très intéressantes, forcément. Mais quand on prend le temps d'aller rencontrer les gens, c'est là où on se rend compte qu'en fait, les gens, ils sont très ouverts à la discussion. On arrive, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Mais vous savez, M. Zimmerman, j'adorerais une nouvelle cuisine. Franchement, ce serait magnifique. Puis j'explique à mon client locataire que moi, finalement, je suis qu'un simple médiateur entre mon client propriétaire et mon client locataire. Bien sûr, et que si j'arrive à mon client propriétaire, juste avec une demande de cuisine, ça va aussi être compliqué. Et ça, ils l'entendent. Je veux dire, l'humain est intelligent. Bien sûr, si j'explique qu'il y a 30 000 francs à sortir et que de l'autre côté, le loyer à 800 francs pour un 5 pièces à Genève, mais il est ridiculement bas, le but, c'est pas de monter à 3 000 balles. Non, bien sûr. Mais t'augmentes de 200 francs, 250 francs, de 250 francs. Mais de nouveau, avec un dialogue et un échange. Et quand on discute avec les gens, on se rend compte que finalement, moi, je ressors de là-bas avec une bouteille de champagne des fois, une bouteille de vin. Le locataire a eu une augmentation de loyer de 200 francs, 250 francs. Le propriétaire va mettre 30 000 francs dans son appartement pour le rénover, l'entretenir, et la valeur de l'immeuble augmente avec les travaux investis et le loyer. Et là, finalement, nous, on doit se faire rémunérer aussi pour cette négociation, parce que c'est pas un travail de simple régie. C'est un travail vraiment qui prend du temps, qui nécessite de l'analyse, qui nécessite de faire des conclusions d'accord, et ça nécessite aussi beaucoup de bagou. Faut savoir discuter avec quelqu'un en face. Et dans un monde très connecté aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de se parler en face. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est très important pour moi de changer un peu ça et d'aller un peu à contre-courant, on va dire. Ça, c'est bien. L'humain avant tout, comme on dit. C'est juste. Par contre, est-ce que toi, c'est un pôle d'asset management, c'est une sorte de département que t'as. Est-ce que tu sais si les autres agences immobilières le font? Bah, ça, honnêtement, alors, j'imagine que pour certains, ça fait partie de leur daily business et j'ai presque envie de dire, en tout cas pour peut-être pas les propriétaires privés, mais que c'est une évidence, mais c'est peut-être pas ancré dans tous les collaborateurs, on va dire. Non, c'est pas ancré pour toutes les régies. Je pense pas que c'est quelque chose qui est fait énormément aujourd'hui. Alors oui, les régies, aujourd'hui, quand il y a un taux hypothécaire qui augmente, c'est une hausse qu'on peut faire à distance. On envoie un avis de majoration. Puis ça va être fait à distance. Ça, c'est un travail effectivement de régie. Ça fait partie du mandat. Moi, je parle de cas effectivement où le locataire est dedans depuis très longtemps, que d'envoyer un loyer usuel du quartier à plus 500 francs, plus 300 francs, c'est impersonnel. Ce sera pas justifié. Il y a des gros risques de contestation aussi de l'autre côté, parce que le locataire ne comprendra pas pourquoi il se prend une hausse sans prestation supplémentaire dans son appartement. Et donc, c'est là où vraiment cette discussion est assez importante. Donc, je pense que les régies aujourd'hui ne le font pas suffisamment. Les fonds le demandent de plus en plus, ce travail, mais c'est souvent les asset managers dans les fonds qui s'occupent d'aller faire ça et pas les régies parce qu'elles ne trouvent pas de manière de se faire rémunérer pour cette prestation. Tout à fait. On allait en parler aussi. C'est vrai que les agences immobilières qui font que de la gérance, forcément c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez trouvé, tu trouves entre guillemets d'autres voies qui permettent d'avoir une société qui est entre guillemets pérenne. Aujourd'hui, t'as que 26 ans, t'es hyper passionné par les nouvelles technologies. Tu me disais aussi que tes deux frères, un était à fond dans l'IA et l'autre était développeur, sauf erreur si je me trompe pas. Comment vois-tu le rôle de l'IA dans un avenir proche et à plus long terme, et surtout dans l'immobilier?
Alors effectivement, alors moi j'ai un frère et puis mon oncle, c'était mon oncle qui était en voiture, mais c'est moi qui me suis trompé, excuse. Pas de souci, t'inquiète. Donc mon oncle travaille sur notre logiciel interne depuis 30 ans maintenant, depuis quasiment la création de la régie. Donc c'est lui qui a créé notre software. On n'est pas sur Quorum, comme d'autres régies ou d'autres softwares. On a créé Gesteam, notre propre software à nous qui répond à nos besoins. Ça c'était très important pour aussi se démarquer des autres. Et mon frère, effectivement, travaille dans l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, j'essaie de créer une V3 avec eux en équipe parce qu'on a aussi 6 développeurs. Et l'idée, c'est d'avoir une régie qui est plus connectée où les locataires et les propriétaires peuvent avoir accès à leurs données, mais aussi en incluant de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le but, c'est d'optimiser grâce à ça. L'humain sera toujours nécessaire, faut pas l'oublier. Ça, on est d'accord. Immobilier, par définition, c'est immobile. C'est ça. Mais on peut aussi... donc, forcément, donc l'humain sera toujours là. Aujourd'hui, le but, c'est de supprimer progressivement les tâches sans valeur ajoutée et pour utiliser les collaborateurs, les employés et l'humain pour des valeurs ajoutées, c'est-à-dire l'analyse. Donc aujourd'hui, je pense que le monde de demain, c'est que les collaborateurs que tu as qui font de la simple saisie de données, c'est de les reconvertir progressivement. Mais il faut aussi, en tant qu'entrepreneur, tu sois en avance sur ton temps, avoir le temps de les modifier de poste, les faire changer de poste, les former à d'autres tâches. Et pas tout le monde est fait pour l'analyse, faut aussi en être clair. Bien sûr. On n'est pas dans un monde de bisounours, on ne pourra pas retrouver des postes pour tout le monde, mais le but, c'est de s'y prendre suffisamment en avance pour éviter de faire des licenciements massifs. Puis anticiper. Exactement. C'est la première fois que j'ose un peu en parler sans vouloir froisser mes auditeurs et mon audience. Mais moi, j'ai vu des choses récemment et toi qui as 26 ans et qui as fond dans l'IA, entre guillemets, je crois que les gens, ils se rendent pas compte de ce qui est en train d'arriver. Parce que pour moi, c'est comme l'avènement d'Internet. Comme par exemple le rôle de comptable aujourd'hui ou d'un assistant comptable. Moi, je pense que dans quelques années, ça va être compliqué. Est-ce que toi, tu penses déjà, c'est déjà dans tes réflexions, est-ce que tu as identifié des choses sans parler maintenant de l'humain? Parce que le but, c'est de pas dire l'humain va être supprimé. Il faut qu'on l'accompagne, on le forme. Mais est-ce que toi, tu constates qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore beaucoup trop ignorants et que pour moi, l'IA, c'est ultra violent, en fait? C'est ultra violent et je pense que beaucoup de gens sont ignorants. Alors maintenant, ça commence à arriver de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur des TikTok, on parle vraiment du remplacement des humains et ça commence à vraiment entendre parler. Ce qui sera pas le cas non plus. Ce qui sera pas le cas non plus, mais ça commence à faire peur aux gens. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui arrive progressivement. Pour en revenir au côté régie et au côté comptable dont tu parlais, je sais que typiquement chez nous, tu vois, on fait aussi family office, c'est-à-dire qu'on a une régie avec 100 collaborateurs, on peut aller faire la déclaration privée de notre client, les bilans des sociétés. On a vraiment un accompagnement en 360. On va aller négocier des crédits hypothécaires avec les banques, des refinancements. On va vraiment faire tout le panel. Et donc, forcément, aujourd'hui, les tâches qui sont supprimées, donc de saisie, les personnes qui faisaient cette tâche-là aujourd'hui, je peux les utiliser pour faire des tâches à plus-value, où ils analysent, où ils vont regarder. À l'époque, c'était la direction qui s'occupait des refinancements. Bien sûr, aujourd'hui, des personnes qui faisaient de la saisie, j'aurais pris le temps, je les ai formés pour leur expliquer, voilà, regarde la valeur du meuble, regarde comment les banques vont l'estimer, il faut approcher la banque à ce niveau-là. Et ça me permet de déléguer. Donc tu leur donnes plus de valeur, mais tu leur supprimes les tâches à peu de valeur ajoutée. C'est ça. Ce que font tous. Mais pour te faire un parallèle, par exemple, moi je me rappelle et j'ai des amis à moi quand je bossais chez Orange qui étaient toutes traductrices et c'est assez marrant parce la semaine passée j'en ai recroisé 2. Et moi j'ai démarré ChatGPT en 2022 pour tester et en 6 mois le milieu de la traduction entre guillemets a disparu. Il reste 10% qui contrôlent ce que fait l'IA et pour moi tous les jobs à données objectives dont malheureusement certaines, ce qu'on appelle des jobs, comme les comptables, etc. Ça je suis un peu plus inquiet que toi, on va dire, par rapport à ces postes-là. Alors, disons que je suis inquiet, peut-être je le fais pas paraître, je suis inquiet pour la société en général. Aussi, et plutôt pour la société en général, pour mon entreprise aujourd'hui, je suis assez serein sur la suite qu'on souhaite donner. Je suis pas inquiet pour mes collaborateurs, en tout cas. Trop bien. Et quels sont les principaux défis que tu anticipes pour le secteur immobilier en Suisse romande dans les prochaines années? Disons que je pense qu'il y a 2 axes, 3 axes, on va dire. Premier point, digitalisation. On est en plein dedans aujourd'hui. Donc vraiment tout ce qui est numérisation avec les chaufferies, obtenir les données des vannes thermostatiques connectées, par exemple. Donc vraiment digitaliser les immeubles. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour réduire les déperditions énergétiques, c'est important. Il y a vraiment des manières aussi de bloquer, par exemple, des gens d'ouvrir les vannes au maximum, de consommer un maximum. Donc digitaliser les immeubles d'une façon intéressante. Il y a beaucoup de sociétés qui commencent à proposer ces services-là. Donc ça, c'est un point. On va dire la transition énergétique, c'est aussi étroitement lié avec ça. Genève est très, très connectée avec ce sujet. Les autres cantons commencent à
à prendre le pas, aussi, on commence à discuter des IDC, de commencer à calculer des IDC. Voilà, en Suisse, à Genève, on calcule les IDC, ailleurs pas encore. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça va être un sujet assez difficile, je pense, pour beaucoup de gens, parce que beaucoup de propriétaires ont encaissé pendant des années. Ouais. Mais à un moment, il faudra passer à la caisse. Oui. Et ce qui fait que peut-être beaucoup d'entre eux vont devoir vendre à des institutionnels et qu'il y aura peut-être de moins en moins de privés qui seront propriétaires d'immeubles. Et c'est Diane Barbie-Muller, dans un de mes podcasts, qui disait justement qu'il y avait aussi un problème de réglementation, elle qui est aussi engagée politiquement, où on nous demande de faire des choses, mais en termes de législation et de réglementation, des fois c'est compliqué, on arrive sur des nœuds administratifs. Tout à fait. J'ai eu le cas à Genève récemment, sur la rue du 31 décembre, typiquement. Voilà, il y a un mauvais IDC sur un immeuble. On a fait tout le travail. Et puis, en 2 ans, on est en train de déposer les auteurs, se battre avec les différents départements. La CMNS a classé l'immeuble, répertorié à l'inventaire. Et finalement, merci, au revoir. Comment on fait pour baisser l'IDC quand l'immeuble est protégé complètement et qu'on peut rien faire dedans? Mais ça, on vous rembourse quelque chose ou bien c'est vraiment pour votre pomme? Pour la pomme. Ah là là. Ça fait mal. De la gérance immobilière ou du propriétaire? Non, pas du propriétaire. Alors, heureusement pour le propriétaire, c'est un institutionnel aujourd'hui qui peut se permettre. Bien sûr. Donc, il a mesuré ses risques. Mais c'est vrai qu'au moment où il y a le privé qui se retrouve dans cette situation, ça pique, vu les frais engendrés, ça fait très, très mal. Ouais. OK. Enfin, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu, toi, dans ta carrière, ta jeune carrière, et que tu aimerais peut-être transmettre à nos éditeurs? Écoute, j'ai une phrase que j'adore. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à se battre. Si tu as envie d'arriver loin dans la vie, bats-toi plus que les autres. Ouais. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent faire leurs 9h, 17h. Si tu veux arriver loin, si tu as des grandes ambitions, donne-toi les moyens. Ouais. Et ça, je pense que c'est très important. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ok, en tout cas c'est un joli message que tu nous portes. Et puis effectivement, ce qui est important aujourd'hui, je pense, c'est de s'investir énormément dans les tâches que tu fais, parce que de toute façon, Mais en fait, je suis d'accord avec toi et je peux te donner un exemple peut-être. J'ai un collaborateur qui est arrivé à la régie il y a 5 ans maintenant. Il était livreur Domino's Pizza. Ouais. Quelqu'un qui avait faim. Voilà, à l'époque, notre directrice de gérance l'avait mis à faire des cafés, des baux de parking. Ouais. Puis quand j'ai repris la direction de la gérance, je lui ai donné un petit portefeuille d'immeubles pour voir, voilà, ce qu'il avait dans le ventre. Et puis, j'ai vu que finalement, il était très bon dans l'équipe pour discuter, pour régler les problèmes. Ouais. C'était un modérateur, un médiateur, exactement. Puis là, à un moment, je lui ai dit, mais, écoute, David. PPE, quoi. Est-ce que, franchement, tu devrais pas rester derrière un écran. Je pense que t'as d'autres qualités qui sont géniales. Ouais. Est-ce que t'es prêt à me faire confiance pour faire de l'asset management avec moi et aller voir des locataires et aller faire des négociations avec eux? Ah, sérieux? Carrément. Et je te jure, il est venu avec moi. On a fait une centaine de visites où il était à mes côtés. Donc, on a vu une centaine de locataires à Genève sur 4 mois. Ouais. Génial. Et puis après, la 99e visite, je lui dis, David, on t'achète pas la porte. C'est toi qui t'en occupe. Parce qu'on sait jamais comment on va être accueilli. On sait jamais qui est en face de soi. C'est pas qu'on a des notes écrites et puis qu'on a un dialogue. Non, c'est vraiment, c'est un échange humain. À la bonne franquette. Ouais. Et là, du coup, il m'a scotché. Il m'a scotché parce qu'il a vu qu'il avait une chance de progresser et de grandir. Donc, il savait qu'il y avait un poste potentiellement plus tard parce qu'il était très bon en analyse. Il était fin dans ses analyses. Oui. Et finalement, maintenant, c'est lui qui fait toutes mes visites avec les locataires. Incroyable. Et j'ai jamais eu autant de locataires à la régie. Donc, il a su saisir sa chance et il a su se former aussi auprès des gens. Et ça, c'est aussi un point important. J'en parle souvent de la formation. Mais les gens, il faut vraiment qu'ils se forment parce que rien n'arrive au hasard, on va dire. Surtout que lui, il s'est formé, comme c'est moi qui l'ai formé directement, il se formait de 18h à 21h avec moi. Ouais. Donc, c'est là où je te dis que cette personne avait très faim. Et learning by doing, comme on dit. Exactement. Finalement, c'est la dernière question. Est-ce que tu aurais voulu que je te pose une question spécifique ou est-ce que... Non, la question que j'ai en tête, c'est à quand le prochain podcast? Alors pour moi, généralement, ce que je fais souvent, c'est que je dis rendez-vous dans 2, 3, 4, 5 ans. Là, tu as 26 ans. Donc peut-être pour fêter tes 30, on verra si le Team Arma Immobilier aura doublé. On verra si tu auras créé, vu que tu es quand même quelqu'un qui est entrepreneur et qui crée plein de choses. Aujourd'hui, tu as 35 sociétés, peut-être tu en auras beaucoup plus. Donc je me réjouis pour fêter tes 30 ans. Et du coup, ça sera les 40 ans de la régie, si je me trompe pas. Et presque tes 40 ans aussi, si je me trompe pas. Ouais, aussi, malheureusement. Et donc on reviendra dans 3-4 ans avec grand plaisir. Et puis merci beaucoup parce que vraiment en off tu m'as beaucoup motivé aussi et je fais ce podcast pour des gens comme toi qui sont des auditeurs de la première heure et puis qui sont pour moi des gens incroyablement, alors non seulement intéressants, intelligents, et je pense que c'est toi l'un des porte-drapeaux de cette nouvelle génération qui va amener un nouvel élan en tout cas à l'immobilier. Un grand merci à toi Joël. Merci beaucoup Yann. À bientôt. À bientôt.